Alors, je vais commencer déjà par me présenter. Après, je vous ferai un petit partage d'écran pour vous montrer des petites choses, mais je vais d'abord commencer par rester en plein écran pour vous parler de moi. Donc, moi, je suis Amélie. Je suis thérapeute holistique, psychologue, énergéticienne. Je vous dirai au cours du reste du webinaire les différentes formations que j'ai pu faire pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, à peu près pour résumer ce que je suis et ce que j'exerce. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'accompagne les personnes vers un mieux-être. Officiellement, je dirais. Parce que j'ai la sensation que c'est plus qu'un métier, mais plus une mission d'âme. Et que du coup, je fais ce métier depuis 20 ans, mais cette mission depuis beaucoup plus longtemps que ça, dès l'enfance finalement, si je remonte très loin. J'ai toujours été dans la compassion et l'empathie vis-à-vis de ce que pouvaient vivre les personnes autour de moi. J'ai toujours eu envie d'essayer d'apaiser quand il y avait des souffrances. Donc, je peux dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais voilà, à l'âge de 11 ans, j'ai découvert le métier de psychologue. J'ai découvert que ça existait, en fait. Ça a été une révélation. J'ai décidé que c'était ça que je voulais faire quand je serais grande. Donc, dans la logique de tout ça, j'ai fait des études de psychologue à l'université pendant 5 ans. J'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à exercer. Et très rapidement, en exerçant, j'ai vraiment pris conscience que ce que j'avais comme connaissance de ces 5 années d'université était pour moi insuffisante. J'avais la sensation qu'il me manquait des choses pour accompagner les gens comme j'avais envie de les accompagner. Donc, j'ai choisi de démarrer d'autres formations et j'ai continué tout au long de mon parcours de continuer de me former à des outils qui me semblaient à chaque fois compléter ce que je savais déjà. Parallèlement à ça, j'ai aussi fait un travail sur moi assez important. J'ai commencé quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiante. Il m'était apparu clairement qu'on ne pouvait pas aider les autres si on ne commençait pas par résoudre ses problèmes personnels. Donc, j'ai fait plusieurs parcours thérapeutiques dans divers domaines différents et je continue toujours à chaque fois que je ressens le besoin de cheminer sur moi-même. Au niveau des formations que j'ai suivies, donc, j'ai commencé par faire des choses au niveau corporel et énergétique. Ensuite, j'ai fait de l'olfactothérapie, puis de la sonothérapie. Ensuite, je suis partie dans tout ce qui était massage ayurvédique. J'avais besoin d'aller vers le corps et le toucher. Je me suis formée aussi à la communication non violente, à la gestion des conflits, aux techniques de gestion des émotions et aussi à l'alimentation. Donc, c'est assez large, comme vous pouvez le voir. Tout me passionne, tout m'intéresse chez l'être humain, donc j'y vais pas avec le dos de la cuillère. En général, quand je fais quelque chose, je m'y plonge à fond. J'ai compris aussi avec le temps et avec les enfants que je recevais en suivi, parce que j'ai fait enfants, adultes, un peu tous les âges, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas adapté non plus dans la façon dont les enfants apprenaient à l'école. Je voyais beaucoup de souffrance scolaire, donc j'ai créé en 2015 une école alternative que j'ai gérée pendant 5 ans. J'ai dirigé l'école, pardon, et j'ai enseigné dans cette école. Donc, je me suis aussi plongée à fond dans la pédagogie. Et j'ai découvert les intelligences multiples, les différentes voies d'apprentissage. Tout ça, ça m'a passionnée. Et j'ai adoré transmettre aux enfants pendant 5 ans. Et puis, suite à un déménagement, j'ai quitté cette école et j'ai passé le relais à une collègue qui continue toujours de la gérer aujourd'hui. Et arrivée ici, dans mon nouveau lieu de vie, assez rapidement, on m'a fait des demandes. Des personnes m'ont fait des demandes pour créer des cercles de femmes, étant donné que j'ai géré pendant 5 ans un cercle de femmes et que je me suis beaucoup intéressée aussi à la féminité sacrée. Des personnes m'ont dit: «Oh, j'aimerais beaucoup, moi, créer des cercles de femmes comme tu as fait, mais je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre, comment faire ça, de quoi parler lors d'un cercle, comment ça fonctionne. Est-ce que tu voudrais pas m'aider?» Et de là m'est venue du coup l'envie, l'idée de créer une première formation pour adultes sur ce thème du féminin sacré et des cercles de femmes. Donc j'ai commencé par cette formation
d'abord. Je l'ai faite sur plusieurs sessions maintenant. Donc, j'ai déjà formé beaucoup de femmes à ça. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à transmettre aux adultes aussi. Je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas qu'aux enfants que j'aimais transmettre. Et que c'était très agréable de partager ces moments avec les différentes femmes que j'ai formées. Suite à ça, on est revenu me chercher en me disant oui, tu as parlé d'olfacto pendant la formation sur le féminin sacré, mais moi j'aimerais bien me former aux huiles essentielles et à l'approche intuitive. Est-ce que tu ne ferais pas quelque chose par rapport à ça? Donc j'ai créé une deuxième formation. En fait, je vais là où on m'appelle. Donc j'ai créé une deuxième formation sur la thérapie olfactive intuitive. Donc voilà, et ça j'ai fait une session pour le moment. Ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai trouvé ça vraiment très chouette de partager ça. Et là, il y a quelques mois, on est venu me chercher en me disant, mais Amélie, comment tu t'es formée en fait pour devenir thérapeute holistique? Est-ce que tu sais s'il existe une formation dans laquelle je pourrais apprendre tout ce que tu fais toi dans ton métier? Et là, j'ai cherché un petit moment, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, en fait, moi, ça a été un long cheminement et j'ai fait plein de formations différentes pour arriver à tout ce que je pratique aujourd'hui. C'est vrai que ça a été beaucoup de recherches et puis j'ai navigué dans différentes formations sur du long terme. Et puis, voilà. Et donc, elle me dit, mais c'est dommage que ça n'existe pas une formation où il y aurait un peu tout ça dans la même formation, qu'on ne soit pas obligé de courir dans tous les coins chercher. Donc, je me suis plongée dans cette idée qui a germé dans ma tête et de là est venue l'idée de faire une formation, effectivement, sur la thérapie holistique et de la transmettre aux personnes intéressées par ça. Voilà, un petit peu tout mon parcours. Ce que je peux dire, c'est que même dans la façon dont je transmets finalement, puisque j'adore aussi transmettre, je reste dans l'holistique. Puisque ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement de parler à l'intellect quand même pour intégrer et comprendre certaines choses, mais c'est aussi de pratiquer dans le corps pour pouvoir mieux intégrer les outils. Donc voilà, les formations que je propose balayent aussi un peu toutes les aptitudes dans les différents domaines. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Ah, il y a un petit micro qui n'a pas l'air d'être désactivé. Oui, alors pour le moment, j'ai demandé à ce que les micros soient désactivés au démarrage pour que vous puissiez m'entendre sans qu'il y ait trop de parasitage avec d'autres bruits. Et quand j'aurai fini ma petite présentation, je vous laisserai la place pour que vous puissiez éventuellement poser des questions si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté. Alors, donc je vais faire un partage d'écran. Hop. Voilà. Pour que vous puissiez voir un peu des images illustrant ce que je vais vous raconter sur qu'est-ce que c'est qu'être une thérapeute holistique. Alors, tout d'abord, je vais remettre quand même la petite conversation pour si jamais il y a des questions, des choses qui se passent sur le côté. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être thérapeute holistique? Alors, c'est donc apporter des soins, une aide, guider, essayer d'apporter un mieux-être aux personnes qui à notre rencontre dans toutes les dimensions de l'être. C'est-à-dire que quand j'étais psychologue, je m'occupais surtout du mental, un peu aussi de l'émotionnel, bien sûr, mais ça restait quand même très centré sur un domaine ou deux. En étant thérapeute holistique, l'idée, c'est de s'occuper de tous les biais différents qui concernent un être humain. Donc d'abord, tout ce qui est corporel, parce que les personnes viennent parfois avec des mots du corps. Hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On connaît, beaucoup de personnes connaissent cette expression. On sait que le corps exprime beaucoup de choses. Donc voilà, ça peut être des somatisations, des douleurs, des absences de sensations. Des fois, il y a des personnes qui sont coupées de certaines sensations de leur corps ou des empêchements. Voilà, incapacité à faire un mouvement, incapacité à se déplacer, à faire certains gestes. Donc, ça peut être des points d'appel pour aller vers un thérapeute holistique. Et nous, on va gérer tout ça. Le corps peut aussi être une voie de libération. Donc, les outils qu'on peut utiliser pour apporter un mieux-être aux gens passent parfois par le corps, peuvent passer par le corps, et je trouve, moi, doivent aussi passer par le corps. Donc, le corps peut permettre la guérison à travers des soins qu'on lui apporte.
C'est compliqué pour moi de dissocier la psyché du corps. On l'a beaucoup fait à travers l'histoire, mais pour moi, ils sont indissociables. Quand on se sent mal, on va somatiser, et quand on a mal dans son corps, on peut aussi se mettre à déprimer. Il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques qui finissent par avoir aussi des angoisses et de la déprime, parce que les deux sont pour moi intermêlés. Alors, donc ça, c'était la partie du corps. Ensuite, il y a la partie psychologique. On prend en compte le mental et la psyché. Donc, chaque personne s'est construite d'une manière bien particulière au niveau de son domaine psychique. C'est sa base de départ. On n'est pas tous avec les mêmes bases. On n'a pas tous les mêmes bases au départ. Donc, c'est prendre en compte cet aspect quand on reçoit quelqu'un, où il en est de sa construction psychique, quelles sont ses fragilités, quelles sont ses forces, et comment on va pouvoir justement s'appuyer sur ces bases pour l'accompagner et détecter éventuellement s'il y a des troubles. Donc les troubles, c'est tout simplement les symptômes et le mal-être. Et à travers les différents troubles, tout ce qui est psychopathologie a fait des classifications avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord. Moi, je les connais parce que j'ai été formée comme ça à la fac, mais je ne suis pas complètement en accord avec la façon dont c'est classifié. J'ai d'autres visions des choses aussi maintenant. Quand on prend en compte l'être dans sa globalité, parfois, il y a des notions avec lesquelles on peut mettre un peu de nuance, pour moi en tout cas. C'est comme ça que je le perçois. Ensuite, eh bien, on va prendre en compte le cœur, donc l'émotionnel, dans le travail holistique. Donc, on va regarder au niveau des blocages émotionnels qu'il peut y avoir et des nœuds, des paquets d'émotions coincés à différents endroits du corps ou qui viennent bloquer la libre circulation dans notre tête. Donc, il va y avoir des douleurs intenses au niveau émotionnel qui peuvent même devenir des souffrances à long terme. Des choses qui sont coincées, qui peuvent s'activer à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des blessures qui sont cachées dans un coin, elles sont en sommeil. Et puis, quand on va rencontrer la même situation que ce qui a déclenché les blessures, les nœuds coincés, et là, la blessure va se rouvrir de manière béante et va devenir vraiment très, très douloureuse. Et puis, au niveau émotionnel, le thérapeute holistique, il a une autre mission aussi, c'est d'aider la personne à fluidifier le vécu de ses émotions. Voilà, les émotions, on sait que c'est difficile pour tout le monde. Ça nous traverse, ça c'est censé être vivant, circuler et puis juste nous informer de quelque chose et repartir. Mais comme on n'a pas l'habitude de les gérer et que c'est très très douloureux des fois à ressentir, que ça fait peur, c'est là que bien souvent on coince le phénomène, on bloque et on va rester coincé avec notre émotion pendant très longtemps alors que simplement au départ elle était là juste pour circuler et nous informer. Donc voilà, on a tout ce travail émotionnel aussi à accompagner en tant que thérapeute holistique. Et puis le dernier volet, si on veut accompagner quelqu'un dans sa globalité, c'est l'aspect énergétique de la personne. Donc tout ce qui est soins énergétiques, débloquer les nœuds, cette fois-ci plus les nœuds émotionnels, mais les nœuds énergétiques qu'il y a dans le corps énergétique et faire circuler l'énergie. Parce qu'on sait que quand il y a des nœuds dans les corps énergétiques, ces nœuds finissent à un moment donné par descendre dans le corps physique ou dans le corps émotionnel. Et c'est là qu'on commence à souffrir. Tant qu'ils sont dans le corps énergétique, parfois on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais si le thérapeute holistique les détecte à ce moment-là dans le corps énergétique, il peut aider à dissoudre les nœuds et à les faire circuler et les libérer avant que ça descende dans le corps physique et dans le corps émotionnel. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cet aspect également, de pouvoir toucher cet aspect également. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des bilans énergétiques quand on est thérapeute holistique et de vérifier l'état des chakras et des corps énergétiques des personnes qu'on accompagne pour pouvoir aussi intervenir là. Voilà, donc là, vous avez tous les niveaux, on va dire, que nous allons pouvoir accompagner, que nous allons pouvoir traiter quand on est thérapeute holistique. On va passer à l'image suivante. Alors, parfois, la question que les gens se posent, c'est est-ce que je suis fait pour ce métier? Donc voilà, donc je me suis amusée à regarder, à balayer un petit peu qu'est-ce qui pouvait faire qu'on pouvait être fait pour ce métier, selon moi en tout cas, selon mon vécu personnel. Donc déjà, l'empathie, évidemment. Si on sent
et qu'on ressent ce qui se passe chez l'autre. Que ce soit d'ailleurs, on peut très bien être très connecté sur l'aspect physique. Quand j'étais plus jeune, j'avais des douleurs dans mon corps qui ne m'appartenaient pas. Donc ça peut être, je ressens le mal de tête de la personne qui est à côté de moi. Ça peut être, quand je suis à tel endroit, j'ai mal au ventre. Et en fait, quand je m'en vais, j'ai plus mal au ventre. Et bah oui, quand j'étais dans cet endroit, il y avait des personnes autour de moi qui avaient des nœuds dans le ventre et ça me faisait mal et je les ressentais. Donc ça peut être empathique sur le plan physique, ça peut être empathique sur le plan émotionnel. Quand je vois quelqu'un souffrir, j'arrive sans avoir vécu la même chose que lui quand même à m'imaginer ou à ressentir qu'est-ce qu'il peut vivre, qu'est-ce qu'il peut ressentir. Ça s'appelle l'empathie. Et quand on a cette qualité, parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas une qualité, que c'est un fardeau parfois, mais moi je trouve que c'est une qualité quand on apprend à le gérer. Quand on a cette qualité en soi, eh ben, on est déjà armé avec quelque chose d'hyper utile pour devenir thérapeute holistique. Ensuite, eh ben, il y a une qualité d'écoute. Il y a des personnes qui savent de manière spontanée écouter l'autre sans le juger, en étant juste là, disponible, en étant capable des fois de reformuler ce qu'il dit pour voir si on a bien compris, parce qu'on se soucie de savoir si on a bien entendu. On n'est pas juste là, l'autre parle et puis nous, on s'en fiche. Là, on est vraiment concentré sur ce que cette personne dit. On a une écoute très profonde de la personne et on est content de pouvoir simplement lui apporter cette écoute dont il a besoin ou elle a besoin à ce moment-là. Une autre qualité importante pour devenir thérapeute holistique, c'est la capacité à entendre le ressenti, son ressenti sur la situation. On a besoin d'être connecté à ses intuitions pour pouvoir mieux accompagner l'autre. Si on est centré sur l'empathie, sur le ressenti de l'autre, mais qu'on n'est pas capable du tout de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est difficile après d'accompagner parce que du coup, on n'est que centré sur ce qui se passe chez l'autre et on n'est plus dans le ressenti et la palpation de tout ce qu'il peut y avoir d'autre à percevoir. Et parfois, notre corps et nos ressentis personnels sont un bon outil et un bon aiguillage pour l'accompagnement chez l'autre. Donc, c'est important aussi d'être à l'écoute de ses intuitions. Avoir confiance. Alors, avoir confiance, c'est avoir confiance en soi, en ses propres compétences, bien sûr, mais c'est aussi avoir confiance en la capacité de l'autre à guérir à son rythme et à sa manière. Ne pas lui imposer un rythme, ne pas lui imposer une façon d'avancer, simplement lui être un guide, lui proposer, lui suggérer des choses, mais respecter qu'il fasse les choses à sa manière, à son rythme, parce qu'on a confiance qu'il n'y a que lui qui peut savoir ce qui est le mieux pour lui, pour avancer. Donc lui faire confiance. Après, je trouve que ce qui est important aussi pour devenir thérapeute holistique, c'est d'être capable d'être dans l'introspection, savoir se remettre en question, rester humble. On a beau avoir acquis un certain nombre de connaissances, de compétences, on ne peut jamais savoir mieux que l'autre ce qui se passe chez lui. Donc, savoir se remettre en question, savoir être à l'écoute. On a une intuition, on la propose, on la suggère, mais si ce n'est pas ça qui fait écho à l'autre, eh bien, savoir changer de son fusil d'épaule et changer de perspective. C'est important de savoir se remettre en question et d'être dans la remise en question de soi. Le respect. Alors, se respecter soi, parce que être empathique, ça ne veut pas dire je plonge tête baissée au secours de l'autre en ne me ménageant pas et en me mettant soi-même en danger. Donc, il faut se respecter soi dans ce qu'on est capable d'apporter à l'autre et dans ses limites personnelles. Ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas aller trop loin dans ses limites personnelles pour un moment donné, ne pas se respecter. Donc voilà, donc respecter soi, respecter l'autre dans son cheminement, son chemin et son rythme. Ensuite, l'autre compétence ou qualité importante qui me paraît essentielle, c'est la capacité à savoir faire des liens. Donc, faire des liens entre les choses que l'autre nous dit, parce que parfois, les gens disent les choses comme ça leur vient, dans l'émotion dans laquelle ils sont. Et puis, le fait de leur redire, tiens, tu m'as dit ça tout à l'heure, là, tu m'as dit ça, et là, tu as dit ça, est-ce que ça ne serait pas intéressant de relier toutes ces choses? Après, il y a aussi la possibilité de faire des liens entre le corps, le cœur, l'esprit, comme je disais tout à l'heure, les différentes façons d'aborder l'être humain. Donc faire des liens entre ce qui est ressenti dans le corps, ce qui est là comme émotion, et voilà, tout ça, c'est des choses aussi
qui paraissent très importantes si on est capable de faire ces liens. Et puis aussi, je pense que c'est important d'avoir fait un travail sur soi, comme je disais tout à l'heure, ou en tout cas d'avoir l'intention de cheminer sur soi, parce qu'il faut avoir une certaine stabilité aussi personnelle pour pouvoir accompagner les autres. Quand on est face à la souffrance de l'autre, ça nous renvoie souvent à nos propres blessures, à nos propres souffrances. Donc c'est important de pouvoir travailler sur ce qui se passe en soi pour pouvoir accompagner l'autre. Donc avoir fait un travail personnel pour faire le discernement entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez l'autre, justement. Sinon, c'est difficile de faire le discernement, je trouve. Voilà. Est-ce que ces gens-là en ligne m'entendent bien? Oui, j'ai quelques personnes qui me disaient ne pas entendre. Je ne sais pas si ça vient de chez elles ou de chez moi. Donc, je voulais m'assurer que vous entendiez bien. Donc, je vais vous parler aussi donc maintenant de la formation que je propose, en quoi elle consiste. Donc, la formation que j'ai appelée gardienne du bien-être. Je trouvais ce terme joli. Donc, c'est pour devenir thérapeute holistique et prendre soin de tous les aspects de chaque personne. Alors, je vous mets l'image suivante. Donc, dans cette formation, l'idée, c'est de pouvoir comprendre le fonctionnement de la psyché, premier volet, accompagner les émotions, leur libération et leur gestion, deuxième aspect, prendre en compte le corps physique et ses besoins, troisième aspect, et connaître le corps énergétique, comment ça se passe dans l'énergie, et pratiquer des soins à ce niveau-là. Oui, Robin dit que le son bug par moment quand il y a des micros qui sont restés ouverts. Donc là, moi, dans les personnes que je vois en face de moi, les micros sont fermés, mais s'il y en a d'autres, parce que je n'ai pas la vision de tout le monde, vérifiez bien éventuellement si vos micros sont éteints pour fluidifier les choses et que tout le monde entende bien ce qui se passe. Je suis en train de vérifier en même temps. Bon, pour le moment, je ne vois que des micros désactivés, mais c'est vrai qu'on entend des bruits par moment. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro, éventuellement. C'est possible de faire quelque chose. Alors, donc, au programme de ces... Donc, c'est une formation que je propose sur 6 mois. Il y a encore 3 personnes qui ont leur micro ouvert. Donc, si vous pouvez, donc les différentes personnes, vérifier vos micros et les éteindre pendant que je fais ma petite présentation pour que ça ne dérange pas les autres personnes qui écoutent. Donc, au programme de ces 6 mois, ce que je propose, donc c'est une formation mixte, c'est-à-dire que c'est une formation qui se passe en partie en live depuis chez vous, pour tout ce qui est connaissances, on va dire transmission de connaissances, qui vont venir remplir plus le côté intellectuel pour comprendre, apprendre, découvrir. Ensuite, il y a des temps de pratique qui se font là en présentiel sur quelques jours pour pouvoir, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi essentielles de pouvoir vivre dans le corps et pratiquer pour pouvoir les intégrer. Il y aura des traces écrites que je vous fournirai sous forme souvent de cartes mentales, parce que c'est un outil que je trouve assez efficace pour fixer les notions importantes qui sont abordées. Il y aura des temps de vidéo, parce que la formation de thérapie olfactive que j'ai déjà donnée, je propose de la donner sous forme de vidéo. Comme ça, vous pouvez la regarder à votre rythme tranquillement chez vous. Et puis, de toute façon, ça n'empêche pas que vous me posiez les questions qui vous viennent au fur et à mesure par rapport à cette formation. Il y aura un groupe Facebook privé de la formation pour pouvoir échanger régulièrement en temps réel, chaque fois qu'il y a des questionnements, des choses à partager dans le groupe de formation. Et à la fin de cette formation, il y aura une validation par la délivrance d'une attestation quand on aura terminé toutes les notions à aborder et que vous m'aurez donné un petit feedback pour voir que vous avez bien intégré tout ça. Je vous expliquerai plus en détail les modalités pour l'attestation de fin de parcours.
Donc, dans cette formation, il y a plusieurs volets. Donc, il y a un aspect psycho-émotionnel. Comprendre et se repérer dans les diagnostics de psychopathologie clinique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est bien d'avoir des notions. Après, on peut être d'accord, pas d'accord et nuancer les choses, mais avoir des bases solides au démarrage pour savoir de quoi il s'agit quand on reçoit des personnes en souffrance, c'est quand même important et utile. Donc, il y a une première partie sur cet aspect, donc, qui concerne vraiment tout ce qui est vraiment l'histoire personnelle des personnes qu'on reçoit. Ensuite, il y a un deuxième volet sur l'émotionnel, définir ce qu'est une émotion, ce qu'elle n'est pas, apprendre à la reconnaître, l'accueillir, la gérer, la libérer, et des outils d'analyse de rêve et des outils de gestion des émotions pour accompagner les personnes dans cet aspect. Il y a aussi un module sur les besoins, parce que derrière chaque émotion qui surgit souvent, il y a un besoin qui n'a pas été compris, entendu. Et d'ailleurs, la plupart des adultes, quand ils ressentent des émotions et que je leur demande s'ils ont une idée de quoi ils ont besoin derrière cette émotion, ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de personnes de reconnaître le besoin qu'il y avait derrière. Donc, définir ce qu'est un besoin, connaître les besoins fondamentaux de l'être humain et clarifier les besoins cachés derrière les émotions et les réactions qu'on peut avoir, et apprendre à aligner nos comportements et nos décisions sur nos besoins pour pouvoir accompagner les personnes dans ce domaine. Ensuite, hop là, je balade mon... Voilà. Un volet sur la communication, celui-là se fait en présentiel. Donc, c'est apprendre la communication non violente, apprendre à communiquer de cœur à cœur avec quelqu'un, les communications intuitives d'âme à âme aussi, pour développer cet aspect de soi, pour pouvoir faire des éventuelles lectures d'âme. Et l'outil de l'écoute active, parce que quand on mène un entretien, c'est bien de connaître cet outil. C'est vraiment très utile pour accompagner les personnes dans un entretien. Ensuite, toujours dans ce volet de ce qui concerne la personne à part entière, sur l'aspect du comportement et des conditionnements. On a nos comportements un certain nombre de nos comportements qui sont réflexes et conditionnés. Donc, quelles sont les injonctions et les croyances, les principes et les préjugés qui sont cachés derrière nos comportements? Comment on peut reprogrammer des comportements grâce à des outils comme notamment la pensée créative, les tableaux de visualisation. Ensuite, on peut travailler aussi avec les gens sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, il y a un volet qui est consacré à ça. Hein. Qui je crois être, comment je me suis imaginée, quand je me suis construite, comment j'ai imaginé que j'étais, qui je suis vraiment en réalité. Et donc, il y a des outils très efficaces, très puissants pour travailler là-dessus, hein, que j'ai appelé la loi de l'ego négatif et la loi universelle de vie, qui nous aident à prendre conscience de comment on s'est conditionné de manière négative et comment on peut réussir à se voir avec une image plus positive. Et puis, une fois qu'on a balayé tout ça, je vous parlerai, une fois qu'on a travaillé l'inconscient personnel, de l'inconscient familial. Parce qu'il y a énormément de choses qui vivent en nous et qui ne nous appartiennent pas toujours, qui ne viennent pas toujours de notre histoire personnelle. Donc, il y a un module consacré au transgénérationnel, repérer les liens de fidélité et les répétitions familiales, un petit volet sur le décodage biologique des mots justement du corps, d'où ils viennent par rapport aussi à des histoires familiales. Trouver aussi à équilibrer notre masculin et notre féminin par rapport à notre vécu et notre lignée. Donc, dans ça, il y a des outils autour de l'arbre généalogique, des remises en lumière de mots de nos ancêtres, du décodage biologique, des mots du corps et des dents. Des choses très importantes dans les problèmes dentaires qu'on peut rencontrer qui sont intéressants aussi à décoder. C'est passionnant. Moi, depuis que je travaille là-dessus, j'ai des copines qui m'appellent régulièrement. Amélie, j'ai cette dent numéro tant qui me fait mal, je vais chez le dentiste, j'ai ça, j'ai tel truc qui s'est déchaussé. Est-ce que tu peux me donner l'explication? Et une fois qu'on met en lumière, souvent, c'est très parlant pour la personne. Voilà, une fois qu'on aura fini d'aborder cet axe, on va travailler sur l'aspect corporel et physiologique. Le corps, on va s'occuper du corps. Donc, il y aura un volet sur l'alimentation vivante, comment faire pour nourrir son corps. Un aspect en lien avec l'Ayurveda, puisque je suis aussi formée à tout ce qui est ayurvédique, et c'est très intéressant de voir cet aspect aussi.
Et les petites complémentations, alors on n'est pas médecin, on n'est pas naturopathe, mais il y a des petites complémentations de base que quand on accompagne quelqu'un dans le mieux-être, il est très intéressant de connaître et qui sont des choses très simples, qui n'ont pas d'effets secondaires et de dangers particuliers, mais dont beaucoup de personnes sont carencées. Et quand on sait ça et qu'on complémente les gens en parallèle d'un autre travail, ça décuple le travail et ça donne un gros booster. Donc c'est intéressant de les connaître. Il y a un module sur les pratiques corporelles, donc tout ce qui est de l'ordre de la respiration, quand on connaît ces outils-là et qu'on peut les donner à certaines personnes qui vivent des problèmes d'angoisse, de stress, c'est vraiment un plus pour l'accompagnement. Et puis des mouvements de circulation d'énergie, donc voilà, quelques outils de marche consciente, de yoga, de qigong, qui peuvent permettre aussi des petites astuces de choses qu'on peut faire aux gens en séance et qui sont très utiles pour libérer le corps. Ensuite, dans tout ce qui est de l'ordre du toucher du corps, il y aura une initiation au massage intuitif. C'est à la portée de tout le monde une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on se connecte de la bonne manière. Parfois, un toucher du corps juste peut libérer énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et je vous ferai aussi une initiation au point Marma. Je suis formée à la marmathérapie et il y a des petites choses très intéressantes aussi sans aller dans le détail d'une formation complète, mais juste quelques points qu'il est intéressant de connaître qui peuvent être utiles. Ensuite, il y aura, comme je vous le disais, la vidéo sur la thérapie olfactive que vous aurez en replay pour pouvoir aller plonger aussi dans cet aspect qui est très intéressant. Et une initiation à la sonothérapie. Donc, quelques petites choses aussi qu'on peut faire très simplement avec les bols, même si on n'a pas envie de faire une formation longue et détaillée. Il y a des choses très intéressantes à pratiquer juste avec quelques notions de base et qui sont vraiment hyper intéressantes dans le travail thérapeutique. Au niveau énergétique et spirituel, du coup, cet aspect de la personne, donc il y a un module qui est dédié à la découverte des centres énergétiques, les centres énergétiques du corps physique, les chakras, leur fonctionnement, leur rôle, et les corps énergétiques qui sont à l'extérieur du corps, l'aura, les différentes couches énergétiques à l'extérieur du corps. Il y aura un module sur comment apprendre à se protéger quand on travaille avec l'énergétique, c'est important. Des techniques d'ancrage, c'est une première chose. Apprendre à se connecter aussi à plus grand que soi. Purifier les lieux dans lesquels on exerce et les corps, le sien et celui des personnes qu'on accompagne, et apprendre aussi à monter son taux vibratoire parce que pour moi, c'est la meilleure des protections. On peut faire plein de petites choses différentes. Tout le monde a ses outils, la sauge, tout un tas de choses. Mais monter son taux vibratoire énergétique, c'est pour moi le meilleur outil possible. Donc apprendre à le faire, c'est quand même se protéger pour moi. Ensuite, je vous transmettrai des outils diagnostiques pour ce qui est de l'aspect énergétique. Donc on apprendra à utiliser les baguettes ou le pendule et aussi faire un check avec les mains parce qu'il y a des personnes qui préfèrent certains outils. Moi, je sais que j'aime beaucoup les mains. C'est ce que je préfère, c'est ce que je privilégie dans ma pratique. Apprendre à palper l'aura et les corps énergétiques des personnes qu'on accompagne et voir comment les symboles et les choses qui gravitent autour d'elles influencent ce corps énergétique. C'est très intéressant également. On apprendra à harmoniser les chakras en faisant un soin énergétique en présentiel ou à distance. Et aussi de travailler sur les cicatrisations subtiles avec les fuites énergétiques que les gens aussi se traînent parfois depuis très longtemps. On apprendra à faire des harmonisations des chakras, donc comme je viens de le dire, et aussi des massages énergétiques intuitifs. On a parlé du massage intuitif du corps tout à l'heure, mais il y a aussi des massages intuitifs sur le plan énergétique. Je vous ferai aussi une initiation aux fleurs de bac parce que parfois ça peut être utile de transmettre quelques petits remèdes. Quand on accompagne les gens, c'est entre deux séances, les gens peuvent continuer de travailler avec les huiles essentielles ou avec les fleurs de bac, ce qui permet de privilégier sur du long terme, entre deux séances, de continuer d'avancer chacun et de rendre les personnes aussi de plus en plus autonomes avec elles-mêmes. Et aussi, on parlera des pierres, puisque dans certains soins, c'est intéressant d'utiliser certaines pierres. Voilà un petit peu le programme que je propose. À la fin, je propose aussi un petit temps, même si c'est
moins fun, c'est très utile sur le cadre de travail, des choses un peu plus pratiques et concrètes. Définir son cadre, sa façon de travailler avec les personnes qui viennent à nous, clarifier ses besoins en tant que thérapeute, l'intention qu'on a dans les soins qu'on propose et clarifier les valeurs et les règles déontologiques qu'on a envie de respecter, qui sont importantes de respecter. Et aussi donc, apprendre à mener un entretien semi-directif, reconnaître nos limites, les capacités qu'on a à passer le relais aussi si on sent que nos limites sont atteintes. On peut passer le relais à quelqu'un, il n'y a pas de honte et c'est bien d'être humble aussi dans ce qu'on propose. Et puis on parlera aussi des responsabilités de chacun, nos responsabilités de thérapeute et la responsabilité aussi qui incombe à la personne qui vient à nous. Donc là, je vous ai mis un petit résumé du calendrier de la formation qui démarre en octobre avec les différents modules. Mais tout ça, je vous enverrai un lien pour celles qui sont intéressées, qui ont envie d'aller plus loin et de s'inscrire dans cette formation, avec voilà, les différents modules, à quel rythme ça se présente. Donc en général, chaque mois, il y a environ un module par semaine où on se retrouve en live pour travailler sur ce module. Et puis, il y aura des temps de présentiel donc, notamment, je vais aller un peu vite là, hop, janvier, il est où? Il est là. Donc en janvier, il y a trois journées de présentiel sur place. Donc j'accueille les stagiaires chez moi. J'ai un gîte, une chambre d'hôte et de quoi à accueillir donc, les personnes qui sont en formation pour pouvoir pratiquer ensemble sur place. Donc il y aura 3 journées de présentiel en janvier pour venir pratiquer les outils et d'autres journées en février aussi pour venir aussi pratiquer d'autres outils. La formation se termine en avril et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour valider la formation, je demanderai à la fin de chaque bloc un petit écrit pour voir un peu ce que chacun a compris de ce qui a été transmis et de voir où chacun en est. L'idée n'est pas de jouer la maîtresse d'école et de mettre des notes, c'est pas mon truc, mais simplement d'avoir un feedback sur ce que la personne a pu comprendre et retirer de ce que j'ai transmis. Et puis à la fin, un petit entretien d'1 quart d'heure sur un des modules qu'on aura balayé, tiré au sort. Et je demanderai à la personne de m'expliquer pendant 1 quart d'heure, voilà, comment elle pratiquerait le soin si elle avait à recevoir quelqu'un et à utiliser l'un des outils que j'ai transmis. Voilà, tout ça pour simplement voir où en est la personne en face et pas la lâcher alors qu'il y a des choses qui sont peut-être pas claires pour elle. Alors à l'issue de cette formation, comme je disais, je délivre une attestation pour valider que la personne a pratiqué cette formation avec moi sur les 6 mois et que du coup, voilà, elle est prête à entrer en scène. Et puis après, il y aura une possibilité offerte aux personnes qui ont suivi cette formation pour ne pas les lâcher dans la nature et se débrouiller toutes seules, une possibilité de supervision. Comme en tant que psy, j'ai longtemps accueilli des stagiaires psychologues qui démarraient, certains étaient encore en études, d'autres démarraient, pour découvrir le métier, leur transmettre et leur montrer ma façon de travailler. Et puis, j'ai aussi beaucoup fait de supervision, donc de jeunes psychologues au démarrage et ensuite de thérapeutes qui avaient besoin, qui me demandaient une supervision par rapport à leur travail. Au démarrage, ça peut être des fois rassurant de savoir que dans ce qu'on va faire, on peut avoir la possibilité de questionner une autre personne qui peut-être a un peu plus d'expérience, lui demander voilà, si on a des doutes, des choses pour y réfléchir avec quelqu'un. Donc ces supervisions peuvent se faire en individuel si les personnes préfèrent le faire en individuel ou en petits groupes, ce qui peut être hyper riche parce qu'en fait, à partir du moment où on est plusieurs, il y a des questions qui sont posées par les uns les autres qui permettent on se laisserait peut-être pas poser à soi-même, mais le fait que d'autres les posent, ça fait que tiens, oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas pensé à ça, comment je ferais si j'étais dans telle situation? Ça donne plus de possibilités, plus de richesse. Donc les groupes, c'est très intéressant. Donc la supervision, ça amène quoi? Ça amène de l'entraide, des expériences démultipliées. Ça permet d'évoluer ensemble, tous ensemble en groupe.
quand on est à plusieurs, et même quand on est d'ailleurs qu'à deux, parce que moi, en faisant de la supervision, j'apprends toujours en même temps que les autres personnes aussi. Ça me permet de réfléchir aussi. Un soutien, on se sent encouragé, on se sent plus en confiance pour se lancer. Moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de formations, les gens sont intéressés, sont passionnés, sont contents de leur formation. Puis à la fin, quand il s'agit de se lancer, de sauter, de faire le pas, de sauter dans l'expérientiel et de se lancer, des fois, on n'ose pas toujours. Le fait de se sentir qu'on peut être encore soutenu après quand on passe cette étape, ça peut des fois vraiment faire la différence. Ça nous permet d'être guidés par l'expérience et le recul de quelqu'un d'autre. Ça peut permettre aussi d'aider à l'introspection. Parce que ça met une distance, on peut prendre de la distance, se remettre en question et trouver un discernement entre ce que je ressentais et puis ce qui se passait chez l'autre. Ça donne une multiplicité des pistes parce que du coup, bah, il y a le superviseur et il y a aussi toutes les autres personnes quand c'est en groupe qui peuvent réfléchir ensemble à différentes pistes. Ça permet de se rassurer, de prendre ses marques en démarrant et du coup d'oser se lancer. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la supervision. Et voilà, donc j'ai terminé moi ce que j'avais en tout cas à vous présenter, à vous dire ce soir sur le métier de thérapeute holistique, ce que ça peut apporter à chacun.